traditions, les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue. J'espère que vous avez déjà pris le pli de nous retrouver chaque matin à 8 h donc pour toute notre actualité culturelle et sociale. Nous allons revenir sur cette rentrée sociale et scolaire, surtout 2021-2022, avec bien entendu des plateaux, des reportages et surtout parler de certaines thématiques qui vont intéresser les parents et surtout les élèves qui vont s'apprêter à bien sûr être assidus pour cette rentrée scolaire. Nous allons recevoir aussi le monde associatif, nous allons beaucoup en parler parce qu'ils ont contribué à la bonne rentrée scolaire en essayant d'acheminer des dons aux plus démunis. Nous allons en parler avec l'association Winelqa. C'est une association très active dans le domaine médical mais aussi dans le domaine aussi scolaire. Elle sera là représentée par Leïla Hani qui sera sur notre plateau pour nous en parler de cette belle initiative. Nous aurons le plaisir de recevoir une association qui est aussi jumelée avec des membres de notre communauté établie à l'étranger, notamment en France, une association, une fondation plus précisément, donc l'association Une Action, un Bonheur, des Aides. Voilà, c'est une belle initiative tout à l'heure que nous allons découvrir à travers donc les membres donc de cette association, en compagnie aussi de Nas El Khir. Ils seront là pour nous en parler en détail. La rentrée scolaire, c'est aussi dans de très bonnes conditions, une rentrée scolaire dans le respect bien sûr du protocole sanitaire. Nous en parlerons avec la mutuelle scolaire, les représentants de cette mutuelle scolaire. Nous aurons Hossein Mouhoub sur notre plateau, ainsi qu'un médecin, une infectiologue qui nous parlera bien entendu donc de la vaccination chez les adultes, mais probablement aussi chez les jeunes, les petits, ou en tout cas parler donc du respect des règles sanitaires au sein donc d'un établissement scolaire. Et puis bien entendu nous parlerons de ce nouveau programme, les nouveautés. Nous les avons énumérées hier avec l'inspectrice donc de l'éducation du ministère de l'Éducation nationale. Elle était là pour nous parler des nouveautés donc de cette rentrée scolaire. Les classes numériques font partie de ces nouveautés. Nous allons en parler en détail avec un sociologue qui sera sur notre plateau, parler donc de l'éducation intergénérationnelle. Ça sera notre donc thématique de ce matin. Et puis on fera un petit break musical avec les nouveautés. C'est le groupe ABBA. Qui ne se rappelle pas du groupe ABBA? Peut-être la jeune génération un peu moins, bien qu'il y a eu donc de nouvelles parodies, des sorties aussi, des reprises par la nouvelle génération, en tout cas les années 72, 73 peut-être, se rappellent donc de ce groupe ABBA mythique, originaire de Stockholm, de Suède plus précisément, et donc qui ont fait bouger la planète entière. Et nous allons en parler à travers un reportage qui a été réalisé par notre journaliste Sofia Chouban, et puis notre spécialiste donc musique Hakim Lefgoum sera parmi nous pour nous en parler en détail. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très très bon moment en notre compagnie, et ce jusqu'à 9 h 30. Nous allons commencer par la météo et c'est très important tout de suite avec Amal Aribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Et déjà, Amel, elle chante. Oui. Déjà, elle chante le groupe ABBA. Ouais. C'est laquelle, la chanson? Give me, give me. Eh oui, on a tous fredonné un jour ou l'autre cette chanson. Ah, Manel, ouais. C'était quoi? Quelle chanson du groupe ABBA? Give me aussi. Oui, ou Money Money, Dancing Queen. Yeah. Bah, voilà. Tout à l'heure, on en parlera. On va se régaler avec Hakim Lefgoum, en tout cas. Alors, la météo, ça continue. Les pluies, on est content. Oui. On est heureux. Il fait déjà moins chaud. Exactement. Ouais. Mais bon, on espère que ça va continuer. Un petit accalmie quand même. Petit accalmie. Aujourd'hui. Dommage. Oui, dommage pour moi, oui, aussi. Alors, on a vu sur les réseaux sociaux que certains barrages commençaient déjà à sécher, hein, qui étaient vraiment asséchés, commençaient à se remplir. Donc, enfin, remplir, pas encore. Hein. Commencer. J'ai dit bien. Petit à petit. Hein. Petit à petit. C'est pas suffisant. C'est donc pas on encore attendra suffisant. Encore les grosses pluies. Inch'Allah. On va voir d'ici tout à l'heure les 3 jours à venir. Très bien. On va attendre que l'ONM nous envoie les informations. On verra pour ce week-end. Très bien. On vous écoute, Amel. Merci, Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel restera plutôt couvert sur les régions de l'ouest, accompagné de quelques pluies, parfois orageuses et parfois sous forme d'averses. Par contre, sur le centre, on aura des passages nuageux avec quelques pluies durant cette matinée.
matinée, puis une petite amélioration se fera sentir progressivement durant l'après-midi. Quelques pluies également sur les côtes est, mais partiellement voilées vers l'intérieur. La moitié sud, le plus souvent voilée. Sur le sud-ouest, le Nord-Sahara, les oasis et le Sahara oriental, avec une faible tendance vers le Bécharois et le Nord-Sahara. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil va prédominer avec toutefois des soulons de sable sur le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront de saison, avec toutefois un maximum de 30 degrés du côté de Tizi Ouzou, 30 à Annaba, 28 à Alger, 26 degrés à Oran, également à Tlemcen, 29 à Al-Biyad, au sud 35 vers Tamanrasset, 37 degrés à Biskra, Béchar, 40 à Ilizi, 38 Tindouf, 42 vers Ingezam et le maximum cette fois-ci à Adrar avec 46 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt agitée sur les côtes ouest et centre, mais peu agitée sur les côtes est. Les vents souffleront entre 30 et 40 km/h sur les côtes centre et est de secteur est et 20 à 30 km/h sur les côtes ouest de secteur nord-est. Et on va faire un petit tour cette fois-ci vers la partie sud de l'Afrique où le ciel restera partiellement voilé. Plus exactement à Kinshasa, Nairobi, Antananarivo, Windhoek, passagèrement nuageux vers le Cap, des pluies saisonnières, parfois orageuses à Abuja, Abidjan, également Bangui et Addis Abeba. Le mercure affichera 25 degrés à Abuja, 29 à Abidjan, 27 Bangui, 21 degrés à Addis Abeba, 24 le Cap, 29 à Lusaka et le maximum cette fois-ci à Kinshasa avec 34 degrés également Windhoek. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Alors, on est le 22 septembre, c'est la deuxième journée donc d'automne. On se prépare à accueillir bien sûr l'automne avec beaucoup donc, de bonheur, les bras ouverts avec, j'espère, beaucoup de pluie. Et bien entendu, on fera avec pour ce qui est donc de cette transition. Nous, on est habitués à l'été, c'est vrai, les manches courtes et tout, là, vite fait. On en a eu notre dose quand même, c'est bon. Très bien. Alors, vous avez annoncé justement qu'il va y avoir aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Météo Algérie va vous donner donc des informations pour ces 3 jours à venir. Le week-end surtout, oui. Surtout. Donc on va attendre tout à l'heure. On espère les pluies. Et demain, vous allez nous donner toutes ces nouvelles. À midi. On reviendra sur le temps d'aujourd'hui d'ailleurs et le temps d'hier surtout. On verra comment est-ce que les Algériens ont accueilli ces pluies et surtout comment ça s'est déroulé sur tout l'ensemble du pays, bien sûr, sur tout le territoire, comme vous le dites si bien. Allez, merci beaucoup Amel. À tout à l'heure, midi et 19h pour notre bulletin. Et on va voir ensemble le reportage. Allons-y. On revient à travers donc, ces images que nous a rapportées pour nous donc Yamina Saïdi à travers ce reportage sur la météo d'hier. Pour cette première journée d'automne, la pluie était au rendez-vous. Parfois orageuse, ces averses ont affecté plusieurs wilayas du nord. À Tipaza, elles ont causé la fermeture provisoire de l'autoroute Tipaza-Alger suite à l'obstruction des regards à cause des surfaces agricoles avoisinantes et de l'accumulation des ordures. En dépit des dégâts enregistrés, ces pluies sont bien accueillies par les Algériens. Ces pluies sont un bon présage, nous sommes très heureux. L'arrivée des pluies est une bonne chose pour l'agriculture, mais aussi pour le moral des citoyens. Nous remercions Dieu pour ces pluies. J'espère que l'automne et l'hiver seront riches en pluie pour augmenter le niveau des barrages, vu le stress hydrique qu'a connu l'Algérie ces dernières années. À noter qu'un bulletin météo spécial de niveau de vigilance orange a été émis par l'Office national de la météorologie prévoyant de fortes pluies, parfois sous forme d'averses orageuses et accompagnées localement de chutes de grêle. Les wilayas du centre, de l'est et de l'ouest du pays sont concernés par ce bulletin météorologique spécial. Ces fortes pluies entre 30 et 40 mm pouvant atteindre ou dépasser localement les 50 mm seront à Chlef, Ain Defla, Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skida, Bouira. La validité du phénomène en cours s'étale jusqu'à mercredi à 6 h du matin. Sont également concernés
Ces fortes pluies, les wilayas de Sétif, Borj Bouararij, Msila, le nord de Jelfa, Tiaret, Tissemsilt, Saïda et Sidi Belabès. Alors que l'Algérie enregistre ses premières pluies de l'année, la circulation automobile devient particulièrement difficile. Les automobilistes sont appelés à plus de vigilance. Plus de vigilance et surtout prudence sur les routes, c'est très important en tout cas pour arriver sain et sauf, bien sûr, à votre destination. Nous allons accueillir notre premier invité et surtout parler de cette solidarité pour cette rentrée scolaire. Ils ont toujours été solidaires au sein donc de leur groupe Win Nelqa. Ça continue à travers bien sûr aujourd'hui cette rentrée scolaire. Leïla Hani qui est avec nous, bonjour. Bonjour, bienvenue. Invités. Vous êtes donc président de l'association Win Nelqa. Secrétaire général. Secrétaire général. Vous êtes avec nous pour parler justement de cette solidarité avec cette rentrée scolaire, bien qu'on vous connaisse sur le plan donc, médical beaucoup plus. On a eu donc le plaisir de vous rencontrer, de faire un reportage avec vous, des reportages avec vous et de voir cet élan de solidarité que vous avez pu mener tout au long de ces années depuis 2017. Depuis 2017, ça a été le début d'une petite aventure entre copains. Donc, où la plupart viennent de l'industrie pharmaceutique, où on leur demandait Win Nelqa, ce médicament, d'ailleurs d'où le nom. Et puis petit à petit, ce groupe Facebook a commencé à grandir et aujourd'hui on est 162 000 membres. Oui. On le garde parce que c'est notre plateforme d'échange. L'association, elle a été créée en 2020, juin 2020 exactement. Nous étions en plein pied dans le Covid. Voilà, en plein pied dans le Covid et vous étiez là toujours à l'écoute de toutes les personnes qui avaient des besoins en matière donc, de médicaments. Tout à fait. Le groupe Win Nelqa, c'est notre plateforme d'échange. D'ailleurs, on remercie beaucoup les modérateurs qui sont là pratiquement 24 sur 24 à répondre à ces besoins. Et c'est tout un travail. C'est tout un travail parce que ça permet la recherche d'un médicament, d'un médecin, d'une information ou celui qui a quelque chose aussi à donner. Et donc ça a permis aussi un anti-gaspi des médicaments puisque la plupart, ceux qui ont à la maison des médicaments, ils nous les ramènent. Et ça sert aussi aux malades qui n'ont pas de carte Chifa ou ont un revenu très très faible. Donc on arrive à les prendre en charge. Cette activité médicale représente 80% de notre activité. Et l'activité sociale, parce que souvent ces cas démunis ont aussi des problèmes sociaux, on essaye de les aider tant bien que mal. Et le cartable en fait partie. Au fait, c'est l'éducation qui est importante pour nous. C'est aussi important que la santé, c'est l'éducation parce que l'éducation permet de s'en sortir un petit peu de cette galère, de cette situation de démunis. Quand on met les enfants, on leur donne un avenir, que ce soit les filles ou les garçons, on leur donne un avenir, ça leur permet de prendre en charge par moment leurs parents quand ils vont grandir et un petit peu de diminuer les besoins. Voilà. Donc le fait d'avoir une carte Chifa dans la famille permet déjà d'aider les membres de la famille. Sensiblement justement la famille. Alors c'est vrai que c'est tout un travail parce qu'on voit cet acheminement rapide, efficace et tout à travers tout le territoire national pratiquement et vous êtes là avec ce relais d'entraide bénévole sur votre propre temps de repos. Absolument. L'association présidée par monsieur Kalimi Bachiren, donc on a réparti en 4 régions, Est, Ouest, Centre et Sud, avec des sous-présidents et chacun crée son bureau de wilaya, donc on essaye d'être présent dans chaque wilaya. On est en cours, donc c'est une association qui est jeune, elle n'a que 2 ans, donc on est en train d'ouvrir nos bureaux de wilaya sur l'ensemble du territoire et ça permet de se rapprocher encore davantage du malade sur sa région sans qu'il vienne sur Alger. Ça a été possible surtout avec le Covid parce qu'on a commencé par les hôpitaux qui avaient besoin un petit peu de matériel pour combattre le Covid, surtout par rapport au corps médical. Et ensuite, on a pris en charge le malade lui-même à un moment donné où il n'y avait plus de place dans les hôpitaux. Nous avons vu cette opération de concentrateur d'oxygène qui a permis de sauver pas mal de vies. Avec le Delta, le dernier, où il y a eu beaucoup de décès. Donc, on a pu avoir l'acquisition avec l'aide du ministère de l'Industrie pharmaceutique, nous a ouvert un couloir d'importation. On a pu acquérir encore quelque chose comme 500 concentrateurs et on a pu en sauver un maximum de ce qu'on a pu. Bravo, en tout cas, été comme ça, parce que c'est tout un travail donc, de collecte, de répertorier donc, les médicaments par groupe, par classe, par demande surtout. Tout à fait. On a une pharmacie au niveau de l'association Win Nelqa. Donc, les gens qui n'ont pas de carte Chifa, ils ramènent un dossier médical. Donc, c'est sous la responsabilité de pharmacien. Il vient avec son ordonnance et on lui donne tout le traitement. On les envoie
même grâce aux médecins, il y a une opération Tabibi où les médecins nous donnent des cartes de visite pour prendre en charge gratuitement certaines pathologies. Ils reviennent avec leur ordonnance et on leur donne leur traitement en ayant un dossier médical et ils le font. Après, ils viennent à chaque fois récupérer leurs médicaments. Ça a permis la récupération de tous les médicaments, les laboratoires pharmaceutiques aussi. Donc, vous m'avez dit pas de gaspillage. Ah non, absolument pas. Mis à part quand il y a des périmés, bien sûr, on suit la procédure comme dans le pharmaceutique. Ils sont incinérés et c'est totalement pris en charge. Donc, à ce niveau-là, donc le malade peut venir avec son dossier médical, un dossier social aussi, parce qu'il faut vraiment qu'il ait ce besoin, nous prouver qu'il n'a pas de carte Chifa, par exemple. Mais par exemple, pour les concentrateurs d'oxygène, nous n'avons pas fait d'exception. On a pris en charge tout le monde, carte Chifa ou pas. Bravo en tout cas pour ce que vous faites au quotidien, parce que ça ne s'arrête pas. Et il y a eu cette période donc effrayante de la Covid, ça continue. C'est vrai qu'aujourd'hui, les cas ont baissé, alhamdoulilah. Mais on se prépare toujours à une nouvelle, on parle du mu, donc on se prépare parce qu'il n'y a pas de répit, et donc on est à l'affût de chaque vague. C'est assez nouveau, donc vous devez vous préparer, vous êtes vous aussi dans le domaine médical, donc vous savez ce que c'est. Alors, cette opération qui est venue en parallèle, celle de la rentrée scolaire. Vous me disiez tout à l'heure, vous étiez soucieux et tous au sein du groupe donc de la bonne éducation. Ça fait partie donc des priorités aussi éducatives. Donc ça évite surtout le décrochage scolaire. C'est ça. Parce que les parents, quand ils n'ont pas les moyens, ça commence par le décrochage, surtout les filles, je suppose, en premier. Et après, c'est les garçons, ils arrivent juste à savoir lire ou écrire. Et puis, à un moment donné, quand ils ne peuvent plus leur offrir un cartable ni des affaires, ils décrochent. Et c'est tellement important pour un enfant d'avoir des affaires scolaires tout neuves, avec, bien sûr, pour l'égalité sociale. C'est très important pour pouvoir aussi s'intégrer dans la classe, dans la société, avec les camarades, sans avoir zéro complexe. Tout à fait. Je pense que on apporte un espoir, parce que quand vous allez dans les régions qui sont vraiment démunis, vous savez, leur offrir un cartable, il faut voir le regard qu'ils ont, le sourire qu'ils ont. Un stylo, les couleurs. Ah oui, c'est pour eux une ouverture au monde, au savoir, donc ils sont très très heureux, et certains sont je pense, d'excellents élèves, il suffit juste de leur donner une chance de réussir, et on espère un petit peu contribuer à ça. Il y a aussi d'autres associations qui participent, heureusement d'ailleurs, et chacun fait ce qu'il peut. Il y a eu un très bel élan de solidarité, comme chaque année, chaque fois, de tous bords, des bénévoles, des gens anonymes carrément, qui ont, sans même faire partie d'une association, qui se sont dévoués pour cette cause. Il y a les dons particuliers, il y a les dons des entreprises, il y a des magasins de produits scolaires. Fournitures scolaires qui nous permettent de mettre des couffins ou des caddies pour récupérer un petit peu ce qu'on peut. Donc là où il y en a, on y va. Voilà, bravo en tout cas. Et pour cette opération, vous avez dû vous préparer bien à l'avance. Bien. Absolument. Donc, on a fini, il y a eu la troisième vague du Covid. Ensuite, il y a eu les incendies de la région de Kabylie. Donc, on a été très, très présents et les gens étaient très, très généreux sur cette période-ci. Et ensuite, ça nous a retardé un petit peu pour la préparation du cartable, mais avec la rentrée scolaire qui a été retardée au 21 septembre, ça nous a permis un petit peu d'aller encore plus vite. Je pense qu'on va commencer dès ce week-end à distribuer les cartables. Très bien. Donc, la distribution n'est pas encore elle n'est pas encore faite parce qu'il y a eu quelques difficultés cette fois-ci et cette année particulièrement à réunir un petit peu les fonds. Parce que les gens ont beaucoup donné, c'est vrai. On peut les comprendre, mais on espère réussir à arriver à notre objectif. La rentrée, c'est un budget aussi pour chaque foyer, c'est très important. Et donc notre objectif est de 2000 cartables, voire plus, donc on espère, je pense qu'on va y arriver très très vite. Inch'Allah. Et puis vous avez toujours des donateurs qui vous aident, heureusement d'ailleurs. Bien sûr, vous venez d'acquérir un bus. Non, c'est une ambulance avec un fourgon. Et nous remercions notre opérateur, je ne sais pas si je peux dire le nom. On va dire un opérateur qui vous aide. C'est un opérateur téléphonique. Téléphonique, avec tout son personnel, parce que c'est son personnel qui a contribué à ce cadeau, parce qu'on en avait vraiment besoin, parce que les malades ne pouvaient pas se déplacer, surtout quand ils viennent de l'intérieur du pays pour des traitements, surtout pour les cancéreux, les enfants cancéreux. Donc ça nous permet de les ramener et de les conduire gratuitement. Nous avons d'ailleurs d'autres projets, c'est de prendre en charge aussi les familles, pour prendre en charge les familles quand leurs enfants viennent sur Alger pour se faire traiter. C'est notre prochain objectif. Et Inch'Allah, Rabbi yaqdirkoum. Et puis bonne rentrée scolaire encore une fois à tous ces enfants qui, je l'espère, feront une très
très bonne année scolaire. Bonne chance aussi au personnel aussi donc de l'éducation nationale qui vont prendre en charge ces enfants et tous ceux qui sont soucieux de la bonne rentrée scolaire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Madame Hani, je rappelle Leila Hani, secrétaire générale donc de l'association Win Nelqa. Bon courage à tout l'ensemble du groupe. Merci beaucoup et je remercie tous ceux qui sont à Win Nelqa de leur travail énorme qu'ils font. Voilà. Bon courage pour la distribution des cartables et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Voilà. On continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage sur la rentrée scolaire 2021-2022. Un résumé fait par Majid Benqassi. Ils sont plus de 10 millions d'élèves des 3 cycles de l'enseignement à reprendre le chemin de l'école. Une rentrée scolaire 2021-2022 qui doit se dérouler dans le respect strict du protocole sanitaire mis en place par le secteur pour prévenir la propagation de la Covid-19. Le ministère de l'Éducation nationale a mobilisé tous les moyens matériels, humains et structurels à même de garantir une année scolaire normale et réussie et de contribuer à l'amélioration des performances scolaires et du rendement éducatif et pédagogique des enseignants. Cette année, la tutelle a pris des mesures exceptionnelles, dont l'adaptation des schémas pédagogiques de manière à assurer l'enseignement des matières essentielles en présentiel, le protocole sanitaire imposé par la situation épidémiologique liée à la propagation de la Covid-19 et le recours au système de groupe pour garantir la distanciation physique et préserver la santé de tous. Pour le cours inaugural de cette rentrée, il s'agira de la sensibilisation aux catastrophes naturelles par l'inculcation aux élèves des moyens d'y faire face. Il s'inspire des orientations du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a tenu à ce qu'il porte sur les catastrophes naturelles et la cohésion nationale qui caractérise le peuple algérien dans les épreuves. S'agissant des établissements scolaires devant être réceptionnés cette rentrée, ils sont au nombre de 473 nouveaux établissements scolaires, dont 303 écoles primaires, 73 lycées et 97 collèges. Cela en plus de structures d'appoint, un total de 587 cantines et 2 pensionnats devront être réceptionnés dans le cycle primaire, tandis que le cycle moyen devra bénéficier de 45 000 demi-pensionnats et de 6 nouveaux pensionnats. L'enseignement secondaire à travers le territoire national devra être doté de 39 demi-pensionnats et 7 pensionnats. Bonne rentrée scolaire. Voilà, bonne rentrée scolaire, comme vous l'a dit si bien Majid Benqassi, avec toutes les nouveautés pour cette année. Inch'Allah, bonne rentrée. Alors, on va parler santé pour les enfants, les écoliers, bien sûr, tous les centres de santé aussi qui travaillent aussi avec l'école pour assurer la sécurité, surtout la prise en charge rapide aussi, en cas donc de petits accidents, de petits bobos, une prise en charge psychologique. Tout ceci se fait avec aussi la présence de la mutuelle scolaire. Nous en parlons chaque année et chaque année, Monsieur Mouhoub est avec nous pour des détails. Monsieur Mouhoub, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Et bonne reprise des classes pour nos enfants. C'est ça. En particulier et de la famille de l'éducation en général. Donc je les encourage à entamer cette rentrée scolaire qui est un événement bien réussi. J'ai la chance d'assister à la rentrée scolaire hier à Tizi Ouzou, exceptionnellement pour cette année, suite aux incendies qui ont touché presque quelques établissements et en plus des élèves touchés dans leur foyer. Donc on est là pour les assister, c'est pour ça qu'on a opté pour Tizi Ouzou cette année. Voilà, et puis on salue justement toutes ces personnes qui ont été là aussi, des bénévoles qui ont travaillé pour assurer une prise en charge aussi psychologique pour ces enfants. Ces psychologues qui étaient nombreux à être au chevet, surtout les bénévoles, les personnes qui étaient là à l'écoute, surtout des personnes les plus âgées, mais aussi les plus jeunes, qui vont devoir faire leur rentrée scolaire dans des conditions assez difficiles et particulières cette année. Alors, on va parler justement de toutes les nouveautés que vous avez mis en service cette fois-ci. Eh bien, j'ai réuni les membres du conseil scientifique il y a la semaine dernière et on a essayé de tracer un programme d'action pour cette année. Surtout, on s'est basé exceptionnellement sur Tizi Ouzou, suite aux incendies qui ont touché, comme je venais de le dire tout à l'heure. Donc, on a essayé de programmer un séminaire à Tizi Ouzou. Ça concerne la sensibilisation. On a programmé 2 séminaires
Le premier séminaire, ça sera au début d'octobre, pour sensibiliser, pour orienter, pour parler de la vaccination, du coronavirus, comme vous voyez. Ce virus, les cas de ce virus, ils sont instables, comme on a vécu la troisième vague le mois d'août. Avec la mutation, bien sûr, du virus. Donc, des adultes aux élèves et vice-versa, des élèves Donc, il y a d'ailleurs le docteur Imsaoudan qui va arriver dans un moment. C'est elle qui va présenter une communication relative à ce virus, à ces variants différents qui touchent même... Déjà, vous aviez donc communiqué autour de cela, déjà au milieu de l'année. Vous étiez venu sur le plateau, on avait parlé de vaccination, on avait parlé aussi de coronavirus et surtout d'hygiène au sein d'un établissement. Surtout nous, ce qui nous intéresse, c'est de sensibiliser les élèves au milieu scolaire. Il faut qu'ils soient prudents, il faut que les parents soient à côté de leurs enfants, il faut qu'ils prennent toutes les dispositions nécessaires. Il y a eu tout un dispositif qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation. Ce qui nous intéresse, c'est d'atteindre l'immunité collective. Comme ça, on essaiera quand même, avec toutes ces sensibilisations, le corps il peut combattre et on habitue l'élève à vivre avec ce virus. C'est ça. Voilà notre souhait. C'est de lutter contre ces incidents. Voilà. Et surtout, toujours respecter les gestes barrières, respecter bien sûr ce protocole qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation. Voilà, ça continue. On en reparlera de tout ça avec le docteur Imsaoudan. Exactement. Moi, je me base beaucoup sur les aides. Parce que vous voyez, on a quand même débloqué une enveloppe pour la Oulaya de Tizi Ouzou. On leur a envoyé des trousseaux scolaires. Il n'y a que la veille de cette rentrée scolaire, on a envoyé 1000 trousseaux scolaires avec 5000 dossiers médicaux. Et au passage, je remercie mes collègues de Constantine qui ont participé à ça. Ils se sont solidarisés avec nous. Donc, ils ont débloqué aussi une enveloppe pour aider ces élèves. Et donc ça a été fait, c'est arrivé à temps. On a discuté avec les responsables de l'éducation, ils étaient très contents, même les parents d'élèves, vraiment ils ont aimé ça. Alors c'est vrai qu'il y a eu, des feux un peu partout, ça a été terrible, mais Tizi Ouzou, c'est les villages qui ont été le plus touchés. C'est pour ça que la population a été directement touchée. Franchement, vraiment, il y a des paniques, des incendies, les élèves, ils avaient des crises d'angoisse, quand ils voient tout ça, quand ils voient leurs parents décédent, des élèves décédés, on a recensé tout ça, il y a des décès, heureusement qu'il n'y avait que 3 décès, et on a un cas d'Ouira qui est franchement grave, peut-être il va être... et ils vont le prendre à l'étranger, donc on essaiera de venir en aide de tout ce qu'on peut faire. Mais maintenant, ce qu'il faut vraiment faire, c'est d'organiser des opérations de sensibilisation avec des psychologues. Voilà, c'est ça. Déjà, il y a une équipe de psychologues qui est déjà sur place, qui ont commencé le travail. On parle aussi de votre travail au quotidien, en plus de cela, puisque ça a été un chapitre à part entière, mais vous avez aussi au quotidien toujours répondu présent quand il s'agissait de rentrée scolaire pour la prise en charge des enfants. Expliquez ce que c'est qu'une mutuelle scolaire, surtout. Écoutez, nous, on répond toujours au rendez-vous. Nous, notre objectif, c'est d'assister l'élève durant son cursus scolaire. On lui vient en aide, on sensibilise, on prend en charge les élèves accidentés au milieu scolaire, des soins de première, des soins, c'est-à-dire les premiers soins, on les prend en charge au niveau des établissements. Donc on a des psychologues dans chaque établissement et maintenant on essaiera d'exploiter ça sur le terrain. On va se déplacer avec nos psychologues pour recenser tout ça et donner des leçons. Alors il y a des UDS qui existent au niveau de chaque établissement, pratiquement dans les quartiers, dans les communes, qui peuvent aussi prendre en charge ces élèves très rapidement. Absolument, absolument. Il y a des UDS, maintenant c'est généralisé, c'est au niveau national, c'est dans chaque presque établissement, enfin pas un établissement, mais il y a des UDS avec des médecins de santé scolaire
Donc, on travaille en coordination avec ces médecins. Très bien. Et nous, on vient en aide aux exigences de ces élèves. Parfait. On va parler donc justement de la vaccination pour tous. On va parler aussi donc de ces élèves qui doivent être pris en charge, les parents également, les gestes barrières. On va voir un spot donc de vaccination. On se retrouve juste après. الحمد لله. الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19. بصح العذاب اللي تجوزتو يا بنتي على بالي ما كنت حاسه بك وخفت بزاف عليك. شوفي ما الامراض المعديه الحل الوحيد تاعها هو الفاكسان. تدعو وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المواطنين الراغبين في التلقيح للتوجه نحو الهياكل الصحية أو الأماكن المخصصة لذلك مصحوبين بوثيقة الهوية لتلقي اللقاح. بالتلقيح ضد كوفيد-19 تحافظون على حياتكم وحياة أقاربكم. De retour sur le plateau, on accueille notre médecin, en fait, Madame Farida Imeshouden. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci de l'invitation. Alors, vous êtes donc infectiologue, chargé de la vaccination au CHU de Rouiba. Vous êtes chef de service, c'est ça? De la prévention. De la prévention. Et vous êtes aussi membre donc, de la mutuelle scolaire? Oui. Membre du comité scientifique? Du comité scientifique de la mutuelle scolaire, oui. C'est ça, avec Monsieur Mouhoub. Et vous faites toujours de la prévention, de la sensibilisation au sein de la mutualité? Oui, de toute façon, en plus de ce qu'on fait sur le terrain, la vaccination, prendre en charge les enfants, les adultes, oui. Nous faisons un travail acharné de sensibilisation. Donc on le fait sur les plateaux, on le fait au niveau des écoles, au niveau des points de vaccination. On remet des dépliants qui expliquent les modalités de vaccination, les bienfaits et tout ça. C'est la deuxième année où les enfants donc, rentrent avec bien sûr cette pandémie, cette inquiétude des parents, des plus jeunes aussi. Ils sont obligés d'être toujours munis de leur bavette dans une classe. C'est très pénible pour un enfant, quelquefois. Vous savez, c'est la deuxième année de pandémie. Mais nous sommes normalement moins stressés qu'avant, parce que c'est vrai que les parents appréhendent chaque année la rentrée scolaire et tout, mais quand même il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment la vaccination, la prise en charge. Maintenant les gens connaissent ce que c'est que le Covid et qu'on leur a dit qu'il faut vivre avec en attendant que ça part ou bien que ça disparaisse, voilà. Et donc, comme chaque année, il y a deux boucliers pour faire face à cette pandémie, surtout au niveau du milieu scolaire. D'abord, c'est les mesures barrières. On ne s'arrêtera jamais de le répéter. Le port de bavette, l'hygiène des mains et la distanciation physique. Je conçois qu'au niveau des établissements, maintenant, l'éducation, elle est toujours prête. Donc, les classes sont organisées de telle façon à ce qu'il y a de la distance entre les élèves, elles sont aérées, les fenêtres, alterner, faire des groupes scolaires et puis insister à l'entrée de chaque établissement, le port de bavette et se munir de substances hydroalcooliques. Voilà, c'est très très important. Alors beaucoup de choses ont été donc communiquées autour de ça. En attendant donc la vaccination, chez les jeunes, c'est pas encore effectif, autorisé. On va attendre peut-être la décision bien sûr du comité scientifique de notre ministère de la Santé. Mais me dit-on que finalement les plus âgés, les lycéens vont être vaccinés, peuvent être vaccinés? Justement, je vous ai dit qu'on a fait un parcours, un chemin. Au début, on disait on vaccine d'abord les personnels soignants, tous les boucliers les plus exposés. Les plus exposés. Ensuite, on s'est rendu compte que cette pandémie a pris de l'ampleur, surtout avec le variant Delta, qui nous a causé beaucoup de catastrophes, surtout au mois de juillet-août. Voilà, beaucoup de décès. Donc, beaucoup de décès. Et de par le monde, on est en train de vacciner des jeunes, des plus jeunes. Donc, nous, le conseil scientifique au niveau du ministère de la Santé, il a préconisé de vacciner surtout les étudiants, toutes les universités et les lycéens, donc les terminaux. Généralement, c'est les 3e AS. Mais dans quelques jours, on va avoir l'autorisation peut-être de vacciner les un peu plus jeunes. Mais la conduite à tenir que le ministère a pris, c'est de vacciner les professeurs au niveau des 3 paliers, donc le primaire, le moyen et le lycée. Il faut vacciner les enseignants, le staff administratif,
tous les gens, la logistique qui prennent en charge, qui se rapprochent de l'élève, le temps d'avoir l'autorisation de les faire vacciner. Oui. Nous, on s'est préparé déjà. Cette opération a déjà commencé bien avant. Hein. Déjà, durant l'été, tout a été prêt pour vacciner tout le personnel donc, de l'éducation nationale, était invité. Ça continue bien sûr sur tout le territoire. Jusqu'à peut-être fin décembre. Inch'Allah. Alors, donc, on espère une bonne rentrée scolaire dans de très bonnes conditions sanitaires pour les enfants, le personnel donc, de l'éducation nationale, les enseignants et bien sûr tout l'ensemble donc de l'administration. Vous le disiez tout à l'heure. Et ben ça va continuer avec d'autres peut-être nouveautés au sein de la mutuelle scolaire, de nouveaux produits peut-être pour rassurer les parents. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord sensibiliser toujours les élèves. D'ailleurs, j'invite Dr Imsaoudan de préparer le séminaire de Tizi Ouzou. Et aussi, il y a des trucs à donner, à attribuer, comme les gels, les savons liquides, les bavettes, et tout ce qui s'ensuit. On est là pour se permettre à tout ça. Mais moi, ce que j'insiste à ce que les professeurs, tous les enseignants des 3 cycles confondus, de se rapprocher des unités de vaccination pour se faire vacciner. C'est vraiment très important parce qu'il y a quand même une petite négligence quelque part. Mais il faut qu'ils soient vraiment sages, mûrs et convaincus. Oui, il y a une responsabilité derrière. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai assisté hier à la rentrée scolaire à Tizi Ouzou. C'était vraiment bien organisé, il y a le respect de la distanciation, il y a la présence des parents, franchement, rien à dire. Et en plus, c'était une rentrée sous la pluie, donc c'est un bon signe. Bon augure, Inch'Allah. Franchement, c'est... Donc, nous, on prépare pour être prêts et combattre. C'est ça. Alors, vous nous avez ramené des petits livrets qui expliquent. Oui, ça, c'est juste un guide où on explique toutes les activités que notre association fait sur le terrain. D'accord. Et comment cotiser justement pour, au sein donc, de la mutuelle scolaire? Oui, les cotisations restent symboliques. D'accord. Comme il y a les 2 cycles primaires et moyens, il y a juste une participation de 3 dinars. C'est vraiment, c'est pas du tout, je ne peux même pas l'appeler, c'est-à-dire c'est symbolique. Oui, bien franchement. Sûr. Donc j'attire l'attention d'ailleurs des autorités au niveau du ministère, au moins d'augmenter un petit peu les cotisations, ou bien on trouve une solution possible, comment revoir quelques circulaires concernant les cotisations. Voilà. Mis à part cela, comment est-ce que vous accompagnez les élèves au courant de l'année pour la prise en charge médicale, sociale? Oui, c'est nous on les prend en charge pour le moment avec les moyens qu'on a entre les mains. Oui. Voilà, entre les mains, donc on gère quand même. Comme on vient de gérer. On a parlé des UDS, tout à l'heure. Les UDS, quand même, ils prennent en charge ces élèves qu'on leur envoie. Rapidement. Et puis, surtout que je viens de... Ce qui m'a plu dans votre émission, vous avez invité des responsables des associations, ça nous a permis de se rencontrer. Et ben, je viens de rencontrer Madame Henni qui venait de passer tout à l'heure. Et ben, Winelqa, avec l'association Winelqa. Elle m'a dit, vous pouvez nous envoyer des élèves, leurs ordonnances pour prendre en charge les médicaments. Ils ont une pharmacie qui donne des médicaments gratuitement. Oui, il y a des enfants qui ont certaines pathologies, c'est vrai. Parce qu'on prend en charge quand même des élèves qui ont des maladies chroniques. On les prend en charge et on leur achète des médicaments, du matériel sanitaire, comme les piquets, comme les fauteuils roulants, comme les lunettes. On prend tout ça en charge. Simplement, ça concerne les élèves démunis, issus des familles démunies. Voilà, en quelque sorte. Et je veux bien que vous parliez un petit peu du séminaire qui va être présenté dans 10 jours, dans une dizaine de jours à Tizi Ouzou, parce que j'ai pris en charge tout et j'ai discuté avec le DE de Tizi Ouzou. Il nous a ouvert des portes pour nous venir en aide et préparer tout ça avec des psychologues, le docteur Imsaoudan aussi. Voilà. Et même à l'approche de l'été, nous avons prévu d'organiser un séminaire en coordonnant avec la protection civile pour lutter contre les incendies. Voilà. Nous, on prévient toujours à temps. Il faut préparer ça avant l'été.
C'est important. C'est important. Voilà. Alors, on va parler donc du rôle des UDS. Parce que, bon, monsieur, il est bien chevronné dans le système. Il faut dire que les UDS, on les a créés, c'est des unités de soins pour se rapprocher de l'enfant. Ça fait longtemps qu'elles existent. Le rôle primordial des UDS, c'est la prévention. C'est détecter des pathologies au bas âge pour justement éviter que l'élève après développe des maladies chroniques, notamment l'asthme, les insuffisances cardiaques, rénales, parce que quand même en 2021, on n'aimerait pas que nos enfants arrivent dans les centres d'hémodialyse tout simplement parce qu'ils ont mal soigné leurs dents. Vous savez que les soins dentaires, il y a aussi dans les UDS des dentistes qui font de la prévention. Donc ils communiquent avec les parents pour la prise en charge de leurs enfants. Actuellement, en ce qui concerne le Covid, pendant l'année scolaire, vous savez que les 2 années scolaires ont été un peu écourtées, notamment, mais les UDS ont fait leur travail. Donc elles font de la sensibilisation auprès des enfants et des parents quant à la prise en charge du Covid des enfants quand ils ont le moindre signe, par exemple au niveau des écoles. Donc l'enseignant appelle le directeur, le responsable de l'établissement, qui lui contacte les gens de l'UDS, ils viennent d'Ardar, donc ils constatent, ils envoient le petit patient pour qu'il soit pris en charge au niveau soit de l'EPSP, soit au niveau de l'hôpital le plus proche. Et quand il s'agit de personnes démunies qui n'ont pas de ressources pour acheter le médicament, ben, l'association, elle est là pour aider. Rapidement. Donc, on a vu un mouvement associatif, un engouement de la part de la société qui est très positif et qui nous a aidé beaucoup sur le terrain quant à la prise en charge des petits patients. Très bien. En tout cas, bravo pour ce que vous faites au quotidien avec Monsieur Mouhou, puisque vous êtes aussi faites partie du personnel médical, vous êtes occupé, vous êtes infectiologue au niveau des hôpitaux, mais vous travaillez aussi avec, bien sûr, Monsieur Mouhou pour la mutuelle scolaire, pour la bonne santé de nos élèves. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Un dernier mot peut-être? Si j'ai un message à passer, c'est de lancer un appel aux parents, aux élèves, aux enseignants. La prudence, puis la prudence, puis la prudence. Eh bien, très bien. Il faut vraiment vivre avec ce virus jusqu'à ce qu'il disparaisse définitivement de notre pays. Voilà, recommandations bien sûr acquises. Merci beaucoup à vous, Madame. Je rappelle, Madame Farida Imesoudan, vous êtes infectiologue. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Et à très bientôt. Bon courage. Je dis vaccinez-vous. Voilà, vaccinez-vous. Tout à fait. Eh bien, on va continuer avec nos recommandations. Cette fois-ci, encore une fois, toujours de la sensibilisation au niveau donc de l'ENTV. Continuez toujours au sein donc de notre chaîne à nous suivre et surtout suivre les recommandations. Soyez prudents, bien sûr. Toujours. Et regardez ce spot, on se retrouve juste après.
retour sur le plateau, nous allons parler cette fois-ci donc de l'éducation et surtout de l'apprentissage. Comment se fait l'apprentissage intergénérationnel, c'est-à-dire les générations passées, comment ils avaient donc les moyens donc d'apprendre et surtout donc d'avoir le savoir, d'acquérir du savoir. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent avec les nouveautés, les nouvelles donc technologies, la nouvelle technologie qui fait son apparition dans les écoles, les classes. Eh bien oui, ça y est, c'est efficace et surtout c'est assez récent. Alors les nouvelles classes, les 50 classes équipées de manière numérique, nous allons beaucoup en parler ce matin avec notre sociologue qui est parmi nous. Il s'agit donc de Rida Hariresh. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc sociologue, vous êtes spécialisé plutôt dans la politique, plutôt dans la gestion des conflits. Dans la gestion des conflits. Mais vous touchez un petit peu à tout. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'enseignement peut-être et surtout donc de comment aujourd'hui les enfants vont acquérir ce savoir. C'est assez différent de nos générations. Oui, tout à fait. Les générations passées qui avaient peut-être l'Oha dans les écoles coraniques, quand on remonte bien loin, c'était un petit peu ça. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Oui, effectivement. Mais avant d'arriver aux élèves, je pense notamment aux enseignants aussi, qui devront faire face à l'évolution du numérique, qui rentre dans le cadre donc, du processus d'apprentissage. Et donc, les enseignants seront amenés à tenir compte des tablettes numériques, notamment, pour assurer une certaine différenciation pédagogique. Quand je dis des différenciations pédagogiques, ça permet à l'enseignant de tenir compte du rythme, des acquis, ainsi que des techniques d'apprentissage pour chaque élève. Par exemple, s'il y a un élève en classe, un élève ou une élève qui souffre par exemple de dyslexie, le numérique permet justement à l'enseignant de cibler directement cet élève-là. Vous voyez, il y a aussi tout manque ce qui est de concentration pour les élèves peut-être hyperactifs aussi. Je dirais manque de concentration, mais aussi pour provoquer une certaine synergie entre les élèves, parce que l'enseignant pourra par exemple constituer des ateliers de manière à favoriser le côté collaboratif entre les élèves. Il leur apprend par exemple à travailler en équipe et de manière à trouver des instruments qui soient plus des instruments de mémorisation qui soient ludiques pour eux. C'est-à-dire le but c'est de favoriser l'apprentissage, mais de manière à ce qu'ils ne ressentent pas ça comme étant une contrainte pour l'élève. Vous voyez, il faut que ça soit, je dirais pas que... Ludique. Bon, oui, ludique. Toujours. Oui, toujours, c'est ça. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne le processus de mémorisation. Lorsque l'élève il va rentrer chez lui le soir à la maison, il dispose d'un instrument qui lui permettra de consolider le processus de mémorisation. Voilà. Avec les couleurs, avec peut-être ces indices qui sont assez frappants. C'est-à-dire la mémoire visuelle va jouer un rôle très important. Oui. Voilà. Enfin, le troisième point, on n'en parle pas souvent, mais à travers le numérique, l'élève a la possibilité par la suite de se familiariser avec les médias. Et il pourra éventuellement disposer d'un instrument pour, par exemple, participer à l'élaboration d'un journal électronique en classe. C'est très important parce que c'est à ce niveau-là où chacun des élèves, les élèves vont découvrir les différentes spécificités des médias. Et chacun d'eux pourra y jouer un rôle. D'accord. Donc finalement, la maîtresse, les élèves aussi vont troquer un petit peu leur cahier pour une tablette et la maîtresse son tableau pour un énorme écran qui va jouer en fait le rôle donc une synergie entre l'élève
et la maîtresse? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous allons passer d'une conception tout à fait classique et assez autoritaire du maître vis-à-vis de son élève. Le maître va se rapprocher de son élève et il sera amené davantage à être, disons, non pas le conseiller, mais peut-être il jouera un rôle d'animation plus important. D'accord. Voilà. C'est important, c'est vrai. Oui. Ça changera complètement l'univers donc de la classe. Oui, oui, tout à fait, parce que les échanges de ce point de vue-là seront plus denses. Oui. L'élève ne sera pas dans une position, le dominant et le dominé vont travailler ensemble, de manière à ce que les uns et les autres participent tout simplement à la réussite. Très bien. Eh bien, on va voir justement un exemple de ces nouvelles classes, un exemple donc de ces 50 classes qui seront réparties sur tout le territoire national. Eh bien, Sofiane Hamoudi a été regardée. On se retrouve juste après. Mélissa est en 4e année primaire. Elle utilise cette tablette mise à sa disposition par son école à l'occasion de la rentrée scolaire. Dorénavant, c'est sur ces tablettes qu'elle et ses camarades feront leurs devoirs et remettront leurs copies sur un support numérique. Je suis très contente d'avoir utilisé cette tablette et on apprend plein de choses sur cette tablette. Ouais. Tu préfères les livres ou une tablette comme ça? Alors celui-là, c'est votre livre de 4e. Pour cette première journée, le cours inaugural a porté sur les catastrophes naturelles et la solidarité nationale. Un cours que Mélissa a exposé par le biais de sa tablette. Alors ici, cette démarche, à savoir les tablettes et le smart tableau, apportera énormément à l'apprenant, ainsi beaucoup plus à l'apprenant qu'à l'enseignant. Son avantage, c'est que le cartable sera beaucoup moins lourd pour l'enfant, car il n'aura plus besoin de ses livres. Les livres sont intégrés dans la tablette. Une nouveauté qu'on espère voir se généraliser à travers l'ensemble des établissements scolaires du pays pour assurer une meilleure assimilation à nos enfants. Voilà, on a vu donc les enfants qui savent déjà utiliser les tablettes et tous ces moyens numériques aujourd'hui, ils sont accessibles, ils sont un peu plus doués que nous déjà même, oui. Les enfants. Disons qu'ils sont plus habiles. Plus habiles. Voilà, tout à fait. Voilà, par rapport aux plus âgés, hein, qui sont pas forcément, ils l'utilisent pas au quotidien, dans leur travail, etc. Alors on a pu voir aussi les enseignants qui ont été formés pour ça. Donc on voit la différence aujourd'hui de génération, une génération numérique, on peut les appeler comme ça? Oui, tout à fait. Ça se fait dans le monde entier aujourd'hui, mais bon, ça ne s'est pas généralisé encore. Partout. Ça ne s'est pas généralisé parce que tout simplement il y a des différences de développement entre les pays, donc notamment entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et il faut savoir qu'au niveau de l'hémisphère nord, il y a quand même une implication des institutions de ces pays-là pour essayer de généraliser le numérique selon les richesses dont ils disposent. Il faut bien dire ça. Sûr. Ce qui n'est pas encore le cas des pays de l'hémisphère sud, qui, même s'ils veulent participer à un programme de généralisation du numérique, dans certains cas, ça reste un vœu pieux. Oui. Voilà. Et surtout un luxe aussi, quelque part, dans certains cas, peut-être. Oui, dans certains contrées, ça reste un luxe et ça se comprend aisément parce qu'il faut tenir compte du niveau de développement social et économique et tenir compte aussi de la stabilité de certains pays, qui peuvent être, certains pays connaissent des conflits armés. Je peux vous donner l'exemple par exemple de la Somalie, ça peut être la Somalie, ça peut être certaines régions isolées du Sahel.
qui ne sont pas en mesure de se concentrer sur le développement de cette activité, parce que tout simplement, il y a des conflits armés. C'est ça, c'est dommage. Oui. En tout cas, ça reste une expérience pour notre pays, en tout cas bien appréciée par les enfants, on a pu le voir, et surtout aussi pour les enseignants. C'est un avantage pour peut-être alléger encore une fois le cartable donc de l'enfant. Ça sera donc moins lourd puisque les livres scolaires sont intégrés dans la tablette. On peut y accéder en tournant juste, faisant un mouvement juste pour tourner les pages. C'est accessible. C'est une nouvelle façon donc de pouvoir faire passer donc le message à ses élèves. Oui, en fait, je dirais que ça a deux avantages. Ça soulage d'un point de vue physique le dos et ça aide à une meilleure mémorisation. Voilà, ce sont deux points très importants. Très importants. Parce que ça permet aussi aux élèves, quand ils sont encore assez jeunes, d'éviter certaines postures, notamment lorsqu'ils vont s'asseoir, comme la scoliose, d'autres petites déformations qui peuvent se manifester sans qu'ils ne soient conscients de ça. D'accord. Voilà. Alors, on parle beaucoup donc de cette génération numérique. Ce sont donc finalement ces enfants appelés à utiliser le numérique partout. Certainement, oui, tout à fait. Oui, parce que le numérique, de plus en plus, là où on va, on le rencontre. Donc, les enfants, je pense qu'ils sont parfaitement conscients. Oui. Et ça devient même pour eux un second réflexe que les adultes n'ont pas. Parce que eux, ils ont grandi avec. Oui, ils ont grandi très tôt. avec. Déjà, les bébés arrivent et comprennent très vite le processus. Je n'ai voulu leur donner un téléphone. Je ne sais pas si le bébé est encore en mesure de. Enfin, pas vraiment bébé, mais quelques mois. Un enfant de 2 ans, à partir de l'âge de 2 ans, oui, ils sont pleinement familiarisés et ils sont en mesure d'utiliser certaines fonctions, donc notamment du portable de leurs parents. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et ça continue plus tard avec bien sûr les tablettes et d'autres instruments numériques. Et c'est vrai que cet été, on a beaucoup parlé de l'addiction donc des enfants aux tablettes et surtout à ces jeux qui existent sur le téléphone et tout ce qui est numérique, bien entendu. Oui, disons que les parents devront quand même discipliner gentiment, entre guillemets, leurs enfants de manière à ce qu'ils ne deviennent pas accros à ces instruments-là, ne serait-ce que pour une meilleure vue, par exemple. Tout à fait. En tout cas, il faudra préserver la vision de ces enfants-là et les parents doivent leur expliquer. Il ne faut pas uniquement qu'ils se contentent de leur interdire ou de limiter l'accès à cet instrument-là. Il faut qu'ils leur expliquent que, au-delà d'un certain nombre d'heures, par exemple, de manipulation, ils doivent changer d'activité, ils doivent s'aérer l'esprit. C'est important. S'aérer le corps aussi, changer d'activité. Bouger, faire du sport. Voilà, tout à fait. Aller prendre un bol d'air. Exactement. Pour pouvoir s'aérer, c'est très très important. En tout cas, vous êtes un observateur donc important donc de notre société algérienne, mais même à l'étranger, puisque vous êtes dans la sociologie spécialiste des conflits. Donc merci beaucoup d'avoir été notre invité, de nous avoir donné toutes ces indications concernant notre comportement au quotidien à travers bien sûr le numérique et l'utilisation donc du numérique par nos enfants au niveau des écoles. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie à mon tour. À très bientôt pour peut-être d'autres thématiques autour de la sociologie. Merci. Je rappelle Monsieur Rida Harirash, vous êtes donc sociologue. À très bientôt. Merci beaucoup. On continue notre émission. En parlant bien sûr donc de l'apprentissage, eh bien on va revoir tout de suite un sujet signé Sophia Chouban. Elle s'est intéressée justement à l'apprentissage dès bien sûr notre indépendance. Comment est-ce que l'Algérie a relevé le défi pour instruire et surtout éduquer ces générations. Ça fait partie des anciennes générations qui étaient bien sûr accrochées à leur stylo, à leur bien sûr cahier. Regardez, on se retrouve juste après. Il ne suffisait pas de créer des infrastructures pédagogiques se limitant à un cursus classique. Il a fallu généraliser l'approche didactique et pédagogique de l'éducation pour tous. Le choix incombait dès lors à généraliser un enseignement particulier, décliné en langue arabe dans le cadre de la politique d'arabisation progressive. Mais l'Algérie restait ouverte à l'enseignement de toutes les langues étrangères.
Le plus important était celui d'enrayer le fléau de l'analphabétisme, car pour ne pas succomber à la fatalité de cet obscurantisme, les hauts responsables du pays ont fortement mis l'accent sur la poursuite du développement de ce secteur éducatif au profit de toutes et de tous. D'ailleurs, le mouvement associatif y a largement contribué, notamment dans les zones éloignées et non enclavées du pays. Le monde du travail n'y a pas échappé grâce au soutien syndical national, à la bonne heure. Aujourd'hui, l'Algérie a tenu son pari et ne cesse de progresser dans la voie que celle d'accorder la primauté à une éducation scolaire pour faire disparaître à jamais l'ignorance. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Voilà, Coral Peinture, notre sponsor officiel de Bonjour d'Algérie, qui nous accompagne tout au long de l'émission. Eh bien, nous allons parler de solidarité. Nous avons commencé avec, bien sûr, l'association Win Elqa. Eh bien, ça continue avec un élan de solidarité de notre communauté établie à l'étranger, mais pas que, avec ce pont donc, qui est donc en relation avec nos associations ici présentes. Nous allons beaucoup en parler. Avec, donc, on va commencer à présenter notre première invitée, Fatma Dehni Rahou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes la présidente et fondatrice de l'association Une Action, un Bonheur DZ. Tout à fait. C'est très important le DZ. Hein? Très important le DZ. Marhaba bik. Alors avec nous également Nesrine Hassani, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes la chargée de communication, oui. C'est cela, d'Algérie, oui, côté algérien. Oui. Voilà, marhaba bik. Ouais, et nous avons avec nous Abdelkarim Zarrouqi, qui n'est plus à présenter, qu'on a l'habitude donc d'avoir sur nos plateaux, qui représente la fondation Nesl Khair. Marhaba bik. Merci beaucoup Amel et content aussi d'être parmi vous aussi. Merci. Alors, la solidarité continue, vous vous êtes jamais arrêté vous-même et vous avez donc été contacté par une association en France, c'est cela, par vous, Madame Fatma Dehni, et vous avez donc voulu justement joindre cette aide, cette solidarité au travail que faisait l'association Nesl Khair. Tout à fait, exactement. Mon association a été fondée l'année dernière et je faisais des petites actions en fonction des moyens. Et effectivement, avec la troisième vague du Covid et surtout les incendies en Kabylie, j'ai été témoin en France d'une extrême forte mobilisation de la part de la diaspora algérienne, mais pas que. Mais pas que. Et en fait, j'avais besoin d'associations locales à travailler la main pour aller plus loin et pour être plus efficace. Voilà, c'est très important, l'efficacité, ce relais aussi, puisque vous connaissez très bien le territoire, vous connaissez très bien comment faire acheminer bien sûr tous ces dons, et surtout vous avez les rouages pour... Tout à fait, donc la Fondation Nesl Khair est bien rodée, maintenant ça fait plus de 10 ans qu'on existe, donc on est dans les 58 ans, donc suite à l'appel qu'on a lancé, on va dire, sur les réseaux sociaux, donc on a reçu, on va dire, la réactivité de l'association Une Action, un Bonheur, des aides. Et c'est vrai qu'on a vu, on va dire, vécu un petit peu ensemble, parce que la diaspora à l'étranger, on va dire que très présente, hein, très présente et très touchée par ce qui est arrivé ici, et donc tout ça, ça nous on va dire, ça nous motivait pour continuer, pour résister sur le terrain, parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile. Il fallait avoir des moyens, il fallait avoir, on va dire, de quoi faire face à la pandémie et aux incendies. Donc l'association Une Action, un Bonheur, des aides a répondu à l'appel. Elle a mis à notre disposition beaucoup de moyens aussi, beaucoup de dons, on va dire, de faire face à tout ça. Donc je remercie, donc je profite pour remercier toute la diaspora et surtout, on va dire, les acteurs comme ça, les acteurs ambitieux, présents, et puis déterminés.
Tout à fait. Donc, je les remercie et je remercie aussi l'ensemble des Algériens qui n'ont pas hésité à se mobiliser pour justement pour affronter ce que les incendies ont commis. Voilà. Eh bien, c'est important de pouvoir aussi trouver des relais. Avec vous, vous êtes là, Nesrine Hassani, vous représentez le bureau ici, à Alger, pour pouvoir faire ce relais entre les deux. Comment est-ce que vous avez donc été contactée vous-même aussi? On est de la même famille. Oui. Et d'abord, Madame Dani a vu qu'en Algérie, il y avait beaucoup de manque. Alors, elle a décidé de commencer à faire cette association et tout. Elle m'a dit, est-ce que tu peux m'aider à commencer et tout? J'ai dit oui, je suis disponible, j'ai terminé mes études et... Voilà, vous êtes retrouvés, embarqués dans le monde associatif. C'était tout nouveau. C'est l'association qui est venue vers vous. Vers moi. Voilà, c'était tout nouveau. Maintenant, vous êtes en plein dedans. Et vous êtes donc toujours à l'écoute des personnes. Et vous êtes nombreux à être comme ça aujourd'hui, donner de votre temps pour pouvoir assurer et acheminer un maximum de dons. Alors, c'est ce que vous avez fait, Madame Derni, d'ailleurs. Essayer de trouver des donateurs en France, partout, à travers ce réseau de la société, de notre communauté établie à l'étranger. C'est ça. Exactement. Si vous voulez, ça a commencé par des petits dons et on a été très très vite dépassés, notamment à partir du moment où il y a eu les incendies en Kabylie. On a eu vraiment une mobilisation très très forte et là on a été même dépassés. C'est-à-dire que des voitures arrivaient pleines de dons. Alors il fallait faire le tri, il fallait faire... Voilà, exactement. Donc en fait, on a fait un appel aux bénévoles. Pareil, les bénévoles sont arrivés en masse. Ça a été formidable. Vraiment, moi, je suis témoin de ça et j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que pendant un an, depuis la création de l'association, c'était un petit peu difficile. On n'avait pas beaucoup de visibilité. Je travaillais dans mon petit coin, avec mes petits moyens. C'est ça. Et puis là, ça a été une expansion très forte et qu'on essaye de mettre... Ça s'est un petit peu généralisé, peut-être aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on parlait tout à l'heure du numérique, et bien sûr ce que a contribué à faire le numérique aujourd'hui, de pouvoir toucher un maximum de personnes, et ça c'est vraiment un allié très fort. Important. Les réseaux sociaux, les partages. Moi, j'ai une community manager en France qui commence à gérer mon site justement et qui a partagé. Et puis, il a suffi d'un chanteur connu dans le nord de la France qui a partagé, qui a été ému par ce qui s'est passé à Kabylie. Un chanteur qui est originaire du Sénégal, donc rien à voir avec l'Algérie, mais en Afrique quand même, par ailleurs. Et qui a partagé ça, et puis ça a été repris par un chanteur à Marseille, et puis ça a été très vite en fait, et voilà, on s'est vite senti déborder. Voilà, et bien sûr quand il s'agit de solidarité et d'entraide, il n'y a ni frontières, ni nationalité, ni rien du tout, et tant mieux d'ailleurs. Et puis on le voit, donc vous-même, Zerouri, vous avez donc été toujours là depuis déjà bien longtemps avec l'association Nas El Khir. On vous a vu souvent venir parler quand il s'agissait donc de faire des dons, d'être mobilisé. Vous étiez toujours là, premier à répondre. Oui, justement, nous je dirais qu'au sein de la Fondation Nas El Khir, on a même, on va dire, mis en place une cellule emergency qui est la cellule qui a fait face, on va dire, dans ces situations. Et la cellule emergency avait aussi un département, on va dire, relations extérieures. Parce que nous on va dire, on a compris que l'apport de la diaspora de l'étranger est très 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 important. Donc on s'est dit coopérer avec les associations installées à l'étranger. Donc c'est quand même une porte qu'il faut pas négliger. Donc c'est pour cela qu'on a mis tous les moyens et on a fait confiance aussi et Dieu merci, on a été très bien on va dire récompensés. On s'est dit le seul, parce que c'est vrai qu'on était un petit peu dépassés aussi par la demande. Eux, ils étaient dépassés par les dons et nous, on était dépassés par la demande. Il y avait une grande demande sur le national. Donc heureusement qu'il y avait, on va dire, qu'il y avait l'apport et le soutien et puis la détermination aussi de l'association. Tout à fait, de notre diaspora, on va dire en général, et de l'association en particulier. Voilà, nous sommes tous des Algériens à l'écoute de notre communauté, à l'écoute aussi de nos Algériens partout sur le territoire et même au-delà bien sûr des frontières. Ils sont là, ils répondent toujours présents. C'est une véritable entreprise, on va dire, d'être dans une association, c'est tout gérer, c'est une administration, c'est pouvoir avoir donc chacun son rôle pour pouvoir déterminer rapidement
les rôles de chacun. Tout à fait. Il faut une structure assez viable, assez forte, rigoureuse, exactement, avec des personnes très sérieuses. Oui, la présidente ne peut pas tout faire. C'est impossible. J'ai commencé au début et j'ai vu les limites. Oui. Et donc forcément, j'ai dû déléguer. Donc j'ai une trésorière, une secrétaire, communauté des managers, chargée de communication ici en Algérie. Et puis voilà, on avance tout doucement dans l'efficacité. Et effectivement, au niveau des incendies, par exemple début août, on a envoyé 400 kilos de médicaments d'urgence, dont 300 spécifiques grains brûlés, dans toutes les régions qui ont été touchées, notamment Tizi Ouzou. Et j'ai une consoeur qui est installée là-bas, justement, qui a une association à Paris, Tafat Événements, l'association Tafat Événements, qui est installée sur Tizi Ouzou et avec qui je travaille en collaboration depuis des mois. On a envoyé des médicaments sur Médéa aussi, sur plusieurs villes. On a essayé aussi d'envoyer des traitements Covid, parce que la troisième vague Covid était présente malheureusement en même temps. Donc on a essayé de faire au mieux. Maintenant actuellement nous sommes avec Abdelkrim en collaboration aussi pour envoyer. Alors j'ai à peu près, l'association a à peu près un entrepôt bien garni de presque une centaine de palettes de médicaments prêts à partir. Donc je suis venue justement en Algérie pour essayer de faire avancer les choses pour qu'on arrive à les acheminer ici rapidement et les dispatcher. Et les alors vous pensiez un jour que vous arriveriez à ce chiffre-là? Jamais, jamais. Vous avez commencé tout petit? J'ai commencé par un carton par mois, puis un carton par semaine de médicaments, notamment pour les personnes atteintes de cancer. Et puis arrivé à un entrepôt avec un entrepôt avec des palettes. Plein. C'est incroyable. Incroyable. Bravo à vous et puis surtout merci à toutes ces personnes qui se sont donc mobilisées, qui ont été bénévoles, qui ont travaillé, qui travaillent tous les jours. Il faut dire, en plus de leur temps de travail. Il faut remercier les bénévoles et les donateurs. Sans eux, on ne peut rien faire. Voilà. Vous allez continuer sur cette lancée. Ça y est, l'association a pris un bon envol, comme on dit. Exactement. On continue. On ne lâche rien. Voilà. Un dernier mot peut-être? Moi je profite pour remercier surtout les autorités parce qu'ils nous ont facilité les choses. C'est vrai qu'ils nous ont, ils nous ont simplifié les choses avec des autorisations et des couloirs verts pour pouvoir acheminer rapidement ce qu'il fallait. C'est très important, il fallait être réactif. Donc je remercie vivement, on va dire, les autorités et puis on va dire que c'est la seule et l'unique démarche pour pouvoir faire face à des catastrophes comme ça. C'est ça. En tout cas, bravo à vous et puis merci. Vous allez continuer à rayonner à travers vos actions solidarité, bien sûr, pour l'Algérie, à travers, bien sûr, le nom de Nasl Khair, la Fondation Nasl Khair. Merci beaucoup. Et puis, on remercie également Madame Fatma Dehni Rahou, qui est la présidente et la fondatrice de cette association Une Action, un Bonheur, des Aides. C'est important de le signaler. Voilà, bon courage pour tout ce que vous faites. Merci. Et puis, merci à notre communauté établie à l'étranger. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci aussi à la jeune bénévole qui fait son entrée tout récemment, mais sûrement efficacement. Je rappelle Nesrine Hassani, vous êtes donc chargée de communication. Un dernier mot? Un dernier mot, merci à vous et on souhaite continuer comme ça et faire plus. Inch'Allah. En tout cas, bravo à vous surtout et continuez à donner le sourire à tous ceux qui sont dans la détresse, surtout c'est important. Merci, à très bientôt. Merci bien. Voilà, on continue, je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. Vous avez pu le suivre, la semaine dernière nous recevions la directrice donc de l'Opéra d'Alger, Madame Namous, qui était venue nous parler de toutes les nouveautés, surtout l'actualité de l'Opéra d'Alger. Et bien cette fois-ci, elle avait parlé donc de la sélection de jeunes musiciens pour l'orchestre symphonique. Et bien ça c'est fait, il y a une sélection déjà. Et Siham Kennouch, notre journaliste, y était. Regardez, on se retrouve juste après. Ils sont nombreux à être venus passer l'auditoire de musique classique au sein de l'Opéra d'Alger. Un auditoire qui permettra aux meilleurs d'entre eux d'intégrer l'orchestre symphonique de cet établissement. Je suis venu de l'Orwat, je suis guitariste, j'ai suivi des cours de musique dans l'Institut régional de musique à l'Orwat. Je suis confiant. Je viens de Djidjel. Cela fait 6 ans que j'ai terminé mes études. Je suis violoniste. Je trouve que c'est une bonne opportunité. Moi, je suis de Ain el-Baïda. J'aime cette initiative. Cela nous ouvre les portes. Une première à l'échelle nationale. L'Opéra d'Alger Boualem Bessaïah tient à ce que les membres de son orchestre symphonique soient sélectionnés par un jury connaisseur.
initiative est très importante. C'est une initiative qui se devait d'être prise depuis très longtemps. C'est la reconstitution donc de l'orchestre symphonique. Il y a de jeunes talents et de jeunes génies algériens que l'on doit ramener à nous vers l'Opéra d'Alger qui se doit être le représentant de l'élite. C'est une audition qui rassemble des musiciens talentueux. On a écouté des musiciens très talentueux depuis ce matin et qui viennent de tous les territoires, de toutes les régions d'Algérie. Il faut qu'il soit un musicien donc issu des instituts régionaux ou bien de l'Institut national supérieur ou bien du conservatoire. L'opération s'étend sur 3 jours. Une sélection de choristes est aussi organisée. Dernier délai, le 24 de ce mois. De retour sur le plateau, en tout cas on continue à travers donc, les sélections et la musique. Nous allons beaucoup parler musique tout de suite avec notre invité Hakim Lefgoum, qui est un visage que vous retrouvez, que vous reconnaissez à travers bien sûr l'émission C'est à nous et surtout donc l'émission avec toute l'équipe, Mounir, Mina Abed et bien entendu Hakim Lefgoum. Bonjour Hakim, comment ça va? Bien. Bien. La musique, ça vous nourrit toujours autant? C'est une passion avec le temps, c'est une passion. Ceux qui connaissent bien sûr votre émission. Fait une langue officielle de toute façon. Ah oui, c'est super. Alors ceux qui connaissent bien sûr votre émission à la chaîne 3, c'est aussi beaucoup de musique, une belle sélection donc musicale tous les soirs. Enfin pas tous les soirs, c'est les soirs à partir. C'est vendredi, samedi. Voilà. C'est le plus grand boulevard d'ailleurs, c'est de minuit à 3h pour la nouvelle saison. Et puis je le disais tout à l'heure, c'est grâce à la musique qu'on est réunis sur Alger Chaîne 3. C'est ça. Et puis bien sûr, aussi à la télévision, aujourd'hui, vous êtes un visage connu, vous allez aussi être à la tête de cette émission. Nakhel Melhe, prochainement. Prochainement sur Canal Algérie. Sur Canal Algérie, absolument. Voilà. Et puis on va pouvoir l'annoncer, bien sûr, au moment venu, avec toute une équipe aussi qui sera avec vous, pour, encore une fois, donner une belle actualité, donc tout ce qui se passe, culturel surtout. Ouais. Voilà, vous êtes là pour nous parler d'un groupe mythique qui nous a tous fait danser, chanter aussi, c'est le groupe ABBA. Inamovible et incontournable de toute façon. Ouais. Quand on dit ABBA, forcément, ça nous donne de la pêche, on l'écouterait pendant des heures, et c'est de l'énergie en tube. C'est ça. Et pourquoi on en parle? C'est qu'ils ont une actualité pour cette année, enfin fin d'année 2021, novembre 2021. La sortie de l'album. La sortie de l'album. On n'y croyait plus. Tout le monde attendait que le groupe se reforme. Et finalement... Au fait, il se reforme et c'est exceptionnel, on va dire. Puisque ce mois de novembre 2021, il va y avoir donc un album avec la reprise de Voyage, Voyage. Mais le groupe avait décidé déjà en 82 de mettre fin à sa carrière. À la carrière, pour des raisons que tout le monde connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est au fait le parcours. Donc, on un groupe formé par 4 jeunes à l'époque. Donc, il y avait Benny, Bjorn, Anita et Frida. En 69, donc ils ont tenté à maintes reprises de se faire connaître à travers la Suède déjà, à la base, puisque c'est des Suédois. Ça n'avait pas marché, donc ils ont tenté l'Eurovision, c'était possible. Une deuxième tentative en 74, et c'est là justement qu'ils ont touché. Le déclic, c'était le déclic pour ce jeune groupe. Déjà auparavant, on voyait le pays. D'ailleurs, c'est le premier pays qui a vu le groupe ABBA sur scène. Donc leur tout premier passage devant 100 000 téléspectateurs, ce qui est énorme, ils ont quand même marqué une chanson et la tenue. Oui, la tenue. C'était important, j'allais y revenir. Voilà, déjà la guitare. Chacun était habillé de manière assez... la guitare de Björn était en forme d'étoile. Et en fait, c'est ça, c'est accroché. Et le chef d'orchestre portait la tenue de Napoléon, puisque la chanson interprétée, c'est Waterloo. C'est la défaite de Napoléon quelque part qui a donné victoire au groupe ABBA. Voilà. Et puis bien sûr, le succès s'est enchaîné, des albums sortis, et puis surtout le fait d'être deux couples sur scène, une blonde, une brune, ça a beaucoup attiré, accroché le public. Qui n'a pas duré, deux couples qui n'ont pas duré longtemps, ce qui a poussé d'ailleurs le groupe à se séparer un petit peu. À se séparer. Mais ceci dit, ça reste quand même un groupe qui a marqué plusieurs générations.
C'est l'un des rares groupes encore vivants qui possède un musée à Stockholm. Hein, un musée de 5 étages où le visiteur... Comparatif aux Beatles qui ont eu aussi un parcours aussi magnifique. C'est vrai qu'ils sont connus dans le monde entier. Mais point de vue vente album, ABBA est quand même classé en 4e position. Les Beatles, Elvis Presley, Michael Jackson, et puis arrive le groupe ABBA. Oui, oui. Plus de 377 Il y a eu des reprises, il y a eu les comédies musicales qui ont repris, donc la jeune génération s'est intéressée. C'est devenu une industrie, ça engendre un argent fou. Mamma Mia a engendré quand même 2 milliards de dollars, ce qui n'est pas n'importe quoi, 170 villes visitées. Eh bien, on va voir tout ce succès. Absolument. On va voir toutes ces images à travers le reportage. Sophia Schuban s'est intéressée à ce groupe mythique, pop mythique des années 72. Il est sorti en 70, c'est un petit peu arrêté en 82. 70 On y va à travers ce reportage. Agnetha, Björn, Bonnie, Annie Fried, ce sont les premières initiales des prénoms de ce fameux groupe ABBA. Prénom. Oui. Donc il fallait trouver, voilà, trop long, donc il fallait trouver un nom artistique, on va dire. Donc il a opté pour le groupe ABBA, c'est-à-dire les initiales des 4 noms. Sauf qu'en Suède, à l'époque, il y avait une marque de poissons congelés qui s'appelait ABBA. Donc il fallait quand même demander l'autorisation au PDG pour pouvoir utiliser le nom. Donc en fait, il a été gagnant sur toute la ligne. Mais je pense qu'ils l'ont écrit de manière différente. Hein. Le deuxième B a été inversé pour pouvoir faire la différence. Mais c'est la même prononciation. C'est la même prononciation, bien sûr. Oui. Et ça a traversé en tout cas bon nombre d'années. C'est vrai qu'en 2016, il y a eu une tentative parce qu'à l'appel des nombreux fans, tout le monde voulait revoir sur scène le groupe mythique. Non, mais les États-Unis avaient proposé déjà une tournée d'une année au groupe à hauteur de 1 milliard de dollars. Mais je crois que la décision était définitive. Là, ils ont pensé à produire un autre album où il y aura éventuellement Voyage, dont parlait le Voyage, dont parlait le reportage, avec un événement, un concert-événement en 2022. Mais ce n'est pas pour un retour définitif. C'est juste exceptionnel. Pour marquer, on va dire l'album événement, concert événement. Voilà, 40 ans. Après plus 40 ans, plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Ouais. Que sont-ils devenus? Est-ce qu'ils vont remonter sur scène avec leur tenue? Non, parce qu'au fait, maintenant, ils ont investi le cinéma avec Dancing Queen. Alors imaginez, le film avait coûté 52 millions de dollars. Et au final, ils ont récolté l'équivalence de 600 millions, un peu plus de 600 millions de dollars. Ils ont fait appel à Meryl Streep et à Pierce Brosnan. Qui pèsent quand même très... Tout à fait. Il y a eu d'autres versions aussi de films, toujours autour des ABBA. Oui, il y en a eu pas mal. Avec Agnetha, en fait, c'est la version 2. Mais les événements les plus marquants, ça reste quand même la comédie musicale Mamma Mia. Et avec le film bien sûr des têtes d'affiche surtout. Dancing Queen. Très important. Et bien entendu, ça va continuer. Vous n'arrêtez pas dans votre programmation musicale. Vous en faites souvent? Sur Algéchien 3, les jeudis, par exemple, les vendredis, on va dire, c'est dédié au son des années 80 et 90. Au fait, je rafraîchis la mémoire à beaucoup. Donc, c'est des souvenirs qui défilent sur les ondes d'Algéchien 3. Il faudra peut-être le faire sur Canal Algérie. Ça va peut-être plaire aussi aux téléspectateurs. Oui, absolument. À travers les années. Vous avez eu une version comme ça avec Mounir dans l'émission C'est à nous. Vous étiez venus tous avec des cols, des grands cols. À disco. Voilà, c'est ça. Disco, les années disco. Pas d'éléphant. C'est ça. Absolument. Ce fut une très belle expérience de toute façon. Exactement. Bien. Mounir Large que je salue parce que c'est quand même grâce à lui que je suis arrivé à Canal. Voilà, on les salue tous, Mounir et bien sûr toute l'équipe, Mina, Dia, tous ceux qui étaient Fazial 15, voilà, toute cette belle équipe de l'émission. Et puis vous dites que vous allez donc reprendre une nouvelle version et vous viendrez en parler bien sûr en détail. Avec plaisir, plaisir. Très bien, merci beaucoup Hakim. Merci à toujours vous. Un plaisir. À bientôt. Voilà, bonne journée. À vous de même. Au revoir. Et on se quitte bien sûr en musique avec les ABBA, bien entendu. Et ça va, voyage, j'espère. On sait pas? Non, c'est pas voyage.
Voilà. Chiquita. Voilà. Merci beaucoup Hakim et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Excellente journée à vous tous. Merci à toute l'équipe du Bonjour d'Algérie, bien sûr, la technique, le technicien et la régie 7. On se donne rendez-vous dès demain, 8h. Et puis en attendant, on vous embrasse bien fort et puis on vous dit bonne journée. Au revoir.